Pendant des milliers d'années, les hommes ne connaissaient que les planètes, Mercure, Vénus, Mars, Jupiter et Saturne, qu'ils pouvaient observer à l'aide de simples télescopes ou même à l'œil nu si les conditions étaient réunies. Mais en 1781, un célèbre astronome, Sir William Herschel, a découvert une nouvelle planète de couleur bleu glacé. Au début, les gens ont cru qu'il s'agissait d'une étoile, mais par la suite, ils ont réalisé qu'il s'agissait d'une planète. Aujourd'hui, nous la connaissons sous le nom d'Uranus, une planète qui se trouve plus de 19 fois plus éloignée du Soleil que ne l'est la Terre. Elle est si loin qu'il lui faut 84 ans pour faire le tour du Soleil. Cet astronome a également découvert de nombreuses autres choses intéressantes dans l'espace, comme des étoiles doubles et des nébuleuses. Au milieu du 19e siècle, les savants ont remarqué que quelque chose tirait Uranus et modifiait étrangement son orbite. Ils ont pensé qu'il devait exister une autre planète dans l'espace, et ils ont fait appel aux mathématiques pour prédire où elle se trouverait. Finalement, ils ont découvert Neptune à l'aide d'un télescope en 1846. Elle était trop peu visible à l'œil nu en raison de son éloignement du Soleil. Tout cela était si excitant. Qui sait combien d'autres planètes pourraient se trouver là, tapies dans l'obscurité de notre propre système solaire. Au milieu du 19e siècle, des astronomes ont remarqué qu'il se passait quelque chose d'inhabituel dans le ciel. Une petite planète tellurique, nommée Mercure, se comportait de manière bien étrange. Elle ne suivait pas l'orbite prévisible que l'on attendait d'elle. L'un des astronomes se trouvait être un brillant scientifique français, Urbain Le Verrier. Il a émis une théorie selon laquelle il pourrait bien se trouver une autre planète dans notre système solaire que personne n'avait encore découverte, et elle serait située quelque part entre Mercure et le Soleil. Cette planète hypothétique, qu'il a baptisée Vulcain en référence au dieu romain de la forge, aurait une surface incroyablement chaude, et elle pourrait constituer une explication potentielle au comportement étrange de Mercure. Il n'a jamais vraiment prétendu que Vulcain était la seule chose capable de perturber l'orbite de Mercure. Mais excités par la possibilité de découvrir une nouvelle planète, les astronomes du monde entier se sont emparés de l'idée. Les gens se sont alors engagés dans une grande quête d'informations au sujet d'une planète qui n'existait pas. Certains savants ne pensaient pas qu'il était possible qu'ils aient pu manquer une autre planète aussi grande que Mercure. Il aurait été difficile de ne pas la remarquer jusqu'à ce moment. Mais il y existait une infime chance qu'une planète plus petite existe à l'intérieur de l'orbite de Mercure et qu'elle soit trop proche du Soleil pour que quiconque puisse la voir. Selon une théorie, elle se trouverait à environ 13 millions de kilomètres du Soleil. Mercure est la planète dont l'orbite est la plus excentrique de notre système stellaire, mais le point le plus proche du Soleil est d'environ 28,5 millions de kilomètres. Vulcain se trouverait donc à moins de la moitié de cette distance. Si cette planète existait, elle orbiterait autour du Soleil tous les 19 jours et 17 heures, et sa trajectoire serait inclinée d'environ 12 degrés par rapport à celle des autres planètes de notre système solaire. La position de Vulcain, à son point le plus éloigné du Soleil, serait encore trop proche de celui-ci pour être vue à l'œil nu, même au crépuscule. La seule chance de voir Vulcain serait lors d'une éclipse solaire, ou lorsqu'elle passerait elle-même devant l'astre, ce qui, selon cette théorie, se produirait 2 à 4 fois par an. Selon cette même théorie, la mystérieuse planète était si proche du Soleil qu'elle ne pouvait être vue que lors d'une éclipse solaire totale, lorsque la Lune bloquait l'aveuglement du Soleil. Ainsi, à chaque éclipse, les astronomes scrutaient le Soleil dans l'espoir d'apercevoir Vulcain. Ils ont eu beau essayer, mais quoi qu'ils fassent, ils n'ont jamais pu trouver cette mystérieuse planète. Certains astronomes affirmaient l'avoir repérée lors d'éclipses, mais personne n'a jamais pu le confirmer ou en apporter la preuve. La théorie de Vulcain a peu à peu sombré dans l'oubli. Einstein avait une autre idée en tête. Tu connais sa théorie de la relativité générale, n'est-ce pas? C'est là qu'il a affirmé que la gravité n'était pas une sorte de force naturelle, mais le résultat de la courbure de l'espace-temps, due à la présence de corps spatiaux supermassifs, comme les planètes et les étoiles. Les planètes tournent autour du Soleil, dans leur orbite habituelle, parce que l'espace-temps est courbé. Ce qui signifie que les planètes tombent en quelque sorte vers l'étoile centrale de notre système solaire. Et Einstein a tenté d'expliquer l'orbite inhabituelle de Mercure, à l'aide de sa propre théorie de la relativité. Contrairement aux autres planètes de notre système solaire, l'orbite de Mercure n'était pas circulaire. Au lieu de cela, elle semblait osciller légèrement, comme si une force invisible l'attirait. Selon Einstein, ce phénomène aurait pu être dû à la gravité colossale de notre Soleil qui courbe la fabrique de l'espace-temps autour de lui.
Selon lui, il était possible que cela modifie légèrement l'orbite de Mercure. Il aura fallu un certain temps à la communauté scientifique pour éprouver cette théorie, mais elle s'est finalement imposée comme l'explication la plus plausible. Bien que la théorie d'Einstein ait fourni une explication plus élégante à l'étrange orbite de Mercure, certains scientifiques continuaient à croire en Vulcain. Il était d'autant plus difficile d'abandonner l'idée que Mercure est également la planète la plus difficile à observer d'où nous nous trouvons. Et par la suite, de plus en plus de chercheurs ont commencé à accepter la théorie d'Einstein en dépit de leurs convictions. Puis, ils ont attendu une éclipse solaire totale, afin de tester la théorie de la relativité d'Einstein, et non plus à cause de Vulcain. Vulcain n'est d'ailleurs pas la seule planète hypothétique dont tout le monde ait un jour parlé. Depuis l'ère moderne, certains estiment qu'une planète mystérieuse pourrait se tapir dans la partie extérieure de notre système solaire. Mais celle-ci a plus de chances d'exister. Personne ne l'a encore observée directement, mais des simulations informatiques montrent que cette prétendue planète 9 ou planète X se trouverait probablement quelque part au-delà de Neptune. Neptune et la planète X pourraient être de taille similaire. Cette dernière pourrait donc être 10 fois plus massive que la Terre et orbiter autour de notre Soleil en suivant une courbe elliptique, qui serait en moyenne 20 fois plus éloignée du Soleil que Neptune. Une année pourrait y durer entre 10 000 et 20 000 années terrestres. À titre de comparaison, une année sur Neptune dure 165 années terrestres. Un objet de cette taille, se déplaçant par-delà Neptune, pourrait expliquer les orbites étranges de certains objets dans la ceinture de Kuiper. Cette ceinture est la zone de notre système solaire qui se situe au-delà de Neptune et de son orbite. On y trouve très probablement de nombreux astéroïdes, des comètes et d'autres corps plus petits, principalement constitués de glace. Il existe une autre planète hypothétique, baptisée Nibiru. Tu te souviens de ces rumeurs de fin du monde en 2012 ? L'un des scénarios les plus populaires était celui de Nibiru qui, d'après certains, était censé frapper notre planète à la fin de l'année. Bien sûr, rien ne s'est produit, nous sommes toujours là, mais l'idée de Nibiru semblait intéressante. Ces histoires ont commencé en 1976, lorsqu'un homme du nom de Zecharia Sitchin a mentionné Nibiru dans son livre « La 12e planète », affirmant qu'elle orbitait autour du Soleil tous les 3600 ans. Mais il n'existe aucune chance qu'une planète avec une orbite aussi excentrique ne perturbe pas les autres planètes de notre système solaire avec sa propre gravité. Et si elle s'approchait vraiment si près de la Terre en 2012, nous étions censés pouvoir la distinguer à l'œil nu. Des calculs simples ont montré que Nibiru aurait été presque aussi brillante que Mars dans sa plus faible luminosité, et plus brillante que les étoiles les plus faibles que l'on puisse observer en ville. Peut-être aurons-nous plus de chance dans les 3500 ans à venir. En 2011, une comète du nom d'Helena est apparue et dont beaucoup ont pensé qu'elle pouvait être la fameuse Nibiru. Mais lorsqu'on observe les comètes et les planètes au télescope, on s'aperçoit qu'elles ont une apparence différente. La comète possède une chevelure, qui est une atmosphère gazeuse, ainsi qu'une queue, ce dont une planète est pourvue. De plus, cette comète n'a pas percuté la Terre. Elle s'est approchée trop près de notre Soleil, puis s'est désintégrée. Les débris restants continueront à se déplacer vers le système solaire externe pendant les 12 000 prochaines années. Espace sombre, mystérieux, froid, comètes, astéroïdes, planètes, étoiles, et quelque chose qui se cache là-bas, bien au-delà de Pluton. Oui, il pourrait s'agir de la 9e planète de notre système solaire, celle sur laquelle les gens s'interrogent depuis des siècles. IRAS, qui signifie Satellite astronomique infrarouge, Infrared Astronomical Satellite, a recueilli des données intéressantes en 1983. Cela pourrait être la preuve que la 9e planète se cache là. Personne ne sait si elle existe vraiment. Mais cette découverte a permis de construire un modèle pour mieux comprendre cette éventuelle planète. Et en 2016, les scientifiques ont découvert que certains petits objets spatiaux de la ceinture de Kuiper orbitaient un peu bizarrement. La ceinture de Kuiper est la zone extérieure de notre système solaire. C'est un anneau en forme de beignet rempli de restes de l'époque de la formation de notre système solaire. Tu peux trouver ce beignet au-delà de Neptune. Les objets dans cette région de l'espace ont des orbites étranges, comme si un grand corps avec une forte gravité les repoussait. Toc toc, et voilà à nouveau la planète 9.
Selon la théorie, elle pourrait avoir une masse 5 à 10 fois supérieure à celle de notre propre planète et être jusqu'à 20 fois plus éloignée que Neptune. L'unité astronomique est égale à la distance entre notre planète et le Soleil. Pluton se trouve à environ 40 unités astronomiques du Soleil. Mais la planète 9, si elle existe, est à une distance de 400 à 800 unités astronomiques. Il faudrait 10 000 à 20 000 années terrestres à cette mystérieuse planète pour faire un seul tour autour du Soleil. Il est donc plus difficile pour nous d'intercepter ce corps spatial. Il existe une théorie selon laquelle la planète 9 se serait formée entre les orbites de Jupiter et de Neptune, comme le reste des géantes gazeuses de notre système solaire. La force gravitationnelle de l'une de ces deux énormes planètes l'a probablement éjectée de son orbite. Oh non! Ensuite, la planète 9 a pu être éjectée plus loin des 8 planètes que nous connaissons. Elle a fini par devenir une sorte de déchet glacé, assez petit au début. Mais au fil du temps, la planète 9 a débarrassé son orbite des morceaux de roche et de poussière gelée et s'est finalement transformée en une véritable planète. Selon une autre théorie, il pourrait s'agir d'une planète qu'une autre étoile aurait perdue sur son chemin alors qu'elle passait près de notre système solaire. Quoi qu'il en soit, la planète 9 ne reflète probablement pas beaucoup la lumière du Soleil, puisqu'elle en est très éloignée. Et les astronomes ne savent pas exactement où ils doivent la chercher. L'espace est sombre, mystérieux et sans fin, évidemment. Mais si nous trouvons la planète 9, ce sera la première preuve solide qu'il y a plus de planètes dans notre système solaire que nous le pensions. Passons maintenant à une exoplanète intéressante située à seulement 90 années-lumière de nous. Une exoplanète est généralement une planète située en dehors de notre système solaire. Celle-ci possède une atmosphère avec des nuages d'eau. Une année sur place dure 24 jours terrestres et la planète voyage autour d'une étoile naine rouge qui est beaucoup moins lumineuse et plus petite que notre Soleil. C'est pourquoi, même si la planète est 8 fois plus proche de son étoile que nous ne le sommes de notre Soleil, la température est similaire à celle de notre planète. Cette exoplanète a une taille semblable à celle de Neptune. Elle est également moins dense, ce qui signifie qu'elle est principalement constituée de gaz, contrairement à la Terre qui est constituée de roches. La température moyenne est de 60 degrés Celsius, ce qui en fait l'une des petites exoplanètes les plus fraîches que nous ayons jamais découvertes. Et plus l'exoplanète est froide, plus nous avons de chances de trouver des nuages dans son atmosphère. Les chercheurs ont découvert plus de 4000 exoplanètes, mais toutes ont été repérées dans la Voie lactée, du moins jusqu'à présent. Pour la première fois, les astronomes ont peut-être trouvé une planète en dehors de notre galaxie. Ils l'ont appelée M51 ULS-1. La planète est située dans la galaxie du Tourbillon, une galaxie spirale distante de 28 millions d'années-lumière de nous. Il y avait autrefois une très jeune mais énorme étoile qui s'est retrouvée coincée dans une danse gravitationnelle avec quelque chose qui pourrait être une étoile à neutrons, le noyau effondré d'une étoile géante, dense ou un trou noir. Le partenaire de danse de l'étoile avait une gravité incroyablement forte. Il se nourrissait de l'étoile et lui arrachait son plasma avec avidité. Puis, quelque chose d'inhabituel s'est produit. Un objet inconnu, peut-être même de la taille de Saturne, est passé par là et a bloqué cette confrontation depuis notre système solaire. À présent, personne ne peut voir ce qui se passe, mais cela pourrait potentiellement être la planète la plus éloignée que nous ayons jamais découverte. Il y a une planète récemment découverte en dehors de notre système solaire. Aussi grande que Jupiter, elle tourne autour de 2 étoiles. Et comme nous pouvons l'observer depuis notre planète, elle passe devant les deux. Le tour complet autour de ces 2 étoiles, qui correspond à 1 an, prend environ 200 jours terrestres. Le jour de la découverte de la précédente planète, les scientifiques ont également découvert qu'elle avait un étrange compagnon. Il s'agit d'un Jupiter extra chaud, dont l'orbite autour de son étoile est très serrée. L'année dure seulement 1,9 jours terrestres. Cette planète a une orbite de forme bizarre. De plus, elle se déplace dans le sens inverse de la rotation de son étoile. Si tu pouvais voyager à 57 années-lumière de notre planète, tu verrais quelque chose de rose caché dans l'obscurité. En te rapprochant, il devient plus grand et plus fascinant. Webb, c'est une planète de couleur magenta. À quelques milliards de kilomètres de son Soleil, cette planète est l'une des plus jeunes que les scientifiques aient découvertes. Elle n'a que 100 à 200 millions d'années. Elle est faite de gaz rose, similaire à notre Jupiter. Donc si tu pouvais voler plus près de sa surface, ce gaz t'envelopperait comme un épais brouillard. Plus tu t'approches et plus tu t'enfonces, plus le gaz s'assombrit et prend une teinte rougeâtre. Et regarde le noyau de la planète, il est super chaud.
À cause de sa température élevée de 240 degrés Celsius, cette planète est comme un four. La chaleur est la raison pour laquelle la planète brille si fort. Tu remarques aussi que le ciel est rose flou avec des nuages faits de gouttelettes d'eau gelée semblables aux nôtres. Il existe une exoplanète 2 fois moins grosse que la Terre qui est l'une des plus petites planètes que nous ayons jamais trouvées en dehors de notre système solaire. Son diamètre est de 9000 km. À titre de comparaison, le diamètre de la Terre est de 12 700 km. La planète en question est principalement composée de fer, comme Mercure. Mercure possède un noyau de fer très dense et une croûte très fine, ce qui en fait une curiosité dans notre système solaire. À ses débuts, il est entré en collision avec un corps spatial au moins une fois. Cette collision a arraché ses couches externes, ce qui explique que seul le noyau de fer ferme soit resté. Peut-être que cette petite exoplanète a également participé à une énorme collision spatiale. C'est ce qui a probablement emporté le manteau de la planète et laissé uniquement son noyau de fer. Ou peut-être s'agit-il simplement du vestige d'une planète gazeuse de la taille de Neptune. L'atmosphère de la planète a pu être soufflée par, disons, une énorme quantité de radiation provenant de l'étoile. Cette planète est à seulement 31 années-lumière de nous, et le jour là-bas dure moins de 8 heures terrestres. La planète est seulement un peu plus grande que Mars. Il est peu probable que des gens s'y installent un jour à cause de ses températures extrêmes, qui vont jusqu'à 1500 degrés Celsius. Il pourrait même y avoir de la lave en fusion sur le côté de la planète qui fait face à son étoile. Ces températures sont suffisamment élevées pour évaporer toute atmosphère. Donc cette planète a pu en avoir une dans le passé. En général, les géantes gazeuses comme Jupiter ne peuvent pas supporter la vie, car elles ont des conditions climatiques, des températures et des pressions extrêmes. Et il n'y a pas de composants qui permettraient de créer la vie. Mais les planètes terrestres plus petites, comme la Terre, ont plus d'ingrédients clés comme l'oxygène et l'eau liquide. De plus, elles ont des températures plus modérées et d'autres conditions. Et pourtant, toutes ces planètes n'abritent pas la vie, bien sûr. Il n'est pas facile de trouver une planète qui offre des conditions similaires à celles que nous connaissons sur Terre, ou du moins les conditions qui permettraient à la vie de s'y développer. Mais voici Kepler 22b, l'une de nos découvertes les plus prometteuses. Elle se trouve à 600 années-lumière de nous, est 2 fois plus grande que notre planète et affiche des températures d'environ 22 degrés Celsius. C'est ce qu'on appelle une super-Terre. C'est une catégorie de planètes différente de toutes celles que nous avons dans le système solaire. Elles sont plus lourdes que la Terre, mais toujours plus légères que les géantes de glace, comme Uranus ou Neptune. Les super-Terres peuvent être constituées de roches, de gaz ou d'un mélange des deux. Kepler 22b se trouve dans la zone habitable de son étoile mère, qui est moins brillante que notre Soleil. La planète a probablement un noyau rocheux. Elle peut avoir un océan, mais elle n'abrite aucune vie. Du moins, nous ne savons pas encore. Bien que nous puissions nous considérer comme une civilisation avancée, après avoir réussi à observer les 8 planètes de notre système solaire et leurs 200 lunes, nous n'avons en réalité qu'une vague idée de ce qui s'y trouve. À tel point qu'il y a des spéculations selon lesquelles il pourrait y avoir une planète supplémentaire dans notre système solaire. Les scientifiques l'appellent planète X ou planète 9. Ce monde non découvert pourrait être caché bien au-delà de Neptune. Les astéroïdes et les planètes naines de cette zone ont des orbites modifiées et étrangement inexpliquées. Et la planète X pourrait en être la raison. Les légendes autour de cette mystérieuse planète ont commencé il y a plus de 100 ans avec un passionné de l'espace appelé Percival Lowell. En plus d'avoir une moustache impressionnante, il était aussi très riche. Il a utilisé sa fortune pour construire un observatoire en Arizona qu'il a ensuite consacré à l'étude des mouvements étranges d'Uranus et de Neptune. Leurs forces gravitationnelles sont plus lentes que celles de toutes les autres planètes de notre système solaire, presque comme s'il y avait un objet géant caché qui les tirait hors de leur trajectoire. En 1906, Lowell a théorisé qu'il pourrait y avoir une autre planète au-delà de Neptune. Elle serait probablement à l'origine de ces étranges phénomènes cosmiques. L'homme a appelé ce potentiel corps céleste la planète X. En 1930, Pluton a été découverte par Clyde Tombaugh dans l'observatoire de Lowell. Il semblait enfin que les gens avaient une explication pour les modèles orbitaux étranges. L'équipe de Lowell était sur un nuage après la découverte, mais leurs célébrations ont été de courte durée. Ils ont vite découvert que Pluton était bien trop petite pour avoir un tel effet sur les planètes environnantes, et elle était aussi trop éloignée d'elles. Il a donc fallu se remettre au travail. La planète X, si elle existe, ferait 10 fois la taille de la Terre et 4 fois son rayon.
Il faudrait au moins 10 000 ans à une telle planète pour faire le tour du Soleil, et elle orbiterait à une distance entre 300 et 600 fois plus grande que celle qui sépare notre planète natale de son astre. Cela représente 600 unités astronomiques depuis le centre du système solaire, sachant qu'une unité astronomique est égale à la distance entre la Terre et le Soleil. Si cela semble très éloigné, ce n'est pas le cas. La distance entre les corps célestes est généralement mesurée en années-lumière. Or, une unité astronomique est une unité de mesure beaucoup plus petite. Pour remettre les choses en perspective, l'objet le plus éloigné détecté depuis la Terre est la galaxie GN-Z11. Joli nom, n'est-ce pas? Elle se trouve à une distance stupéfiante de 32 milliards d'années-lumière. Malgré cela, nos télescopes peuvent encore la repérer, et une seule année-lumière équivaut à 63 241 unités astronomiques. Alors si notre technologie peut détecter une galaxie aussi lointaine, comment se fait-il que nous n'ayons pas réussi à découvrir la planète X? Eh bien, c'est probablement dû au fait qu'elle pourrait ne pas exister du tout. La théorie de la planète X a été largement discréditée en 1989. On a découvert que les mystérieuses forces gravitationnelles de Neptune étaient un leurre depuis le début. Les scientifiques s'étaient massivement trompés sur la taille réelle de Neptune. La sonde Voyager 2 a visité la planète et a découvert sa taille réelle. Cette nouvelle information explique les étranges forces gravitationnelles, ce qui signifie qu'elles n'étaient pas causées par la soi-disant planète X. Mais notre enquête ne s'arrête pas là, car l'hypothétique 9e planète est réapparue il y a environ 10 ans. Si les preuves qui sous-tendent la théorie de Lowell étaient fausses, sa croyance en la planète X n'était peut-être pas sans fondement. En 2015, les astronomes Michael Brown et Konstantin Batygin ont découvert qu'il y avait bel et bien des forces gravitationnelles inexpliquées au-delà de Neptune. Des satellites orbitent perpendiculairement autour des planètes, ce qui n'arrive nulle part ailleurs dans notre système solaire. Il y a aussi des groupes d'astéroïdes qui se déplacent de manière très spéciale. Si spéciale qu'il est pratiquement impossible que ce soit aléatoire. Encore plus étrange, il y a des satellites qui voyagent dans une direction complètement opposée à celle du Soleil, contrairement à la plupart des autres objets dans le système solaire. Un planétoïde appelé Sedna semble également être tiré vers quelque chose, ainsi que 6 autres qui vont tous dans la même direction. Brown et Batygin ne sont d'ailleurs pas des observateurs d'étoiles lambda, ce sont tous deux des scientifiques très respectés, au fait de leur carrière. Konstantin Batygin a été désigné par le magazine Forbes comme l'un des 30 scientifiques qui changent le monde, et Mike Brown est l'homme qui a donné à Pluton le statut de planète naine. Cela signifie que lorsque ces messieurs disent quelque chose, c'est généralement assez sérieux, et on devrait probablement les écouter. Mais la seule façon de prouver irréfutablement que la planète X existe est de la trouver réellement, et cela s'avère assez difficile. Pour localiser la planète, il faudrait utiliser une méthode appelée photométrie de transit. En gros, il s'agit de surveiller tout un groupe d'étoiles pendant une longue période et de rechercher les creux dans la lumière qu'elles émettent. Ces creux seraient probablement causés par une planète qui ferait obstacle à la lumière, et hop, l'existence de la planète X pourrait être prouvée. Mais pour que cette méthode fonctionne, la Terre, la nouvelle planète et le Soleil doivent tous être parfaitement alignés. Or, ces circonstances sont plutôt rares, et si elles ne se réalisent pas, le creux de lumière ne se produira pas. De plus, cette méthode ne fonctionnerait vraiment qu'avec les planètes qui sont plus proches du Soleil que notre Terre, c'est-à-dire Vénus et Mercure. Pour tout ce qui est au-delà de la Terre, cette technique est quasiment inutile. Une autre technique que nous pourrions utiliser consiste à trouver la planète potentielle grâce à un bon vieux télescope. Mais comme tu peux l'imaginer, c'est incroyablement approximatif. L'objet le plus éloigné que nous ayons trouvé dans notre système solaire est un planétoïde nommé à juste titre Far Far Out. Mais il n'est qu'à 140 unités astronomiques du Soleil, soit seulement un quart de la distance à la supposée planète X. Nous ne pouvons voir un objet que grâce à sa luminosité. Le Soleil est très visible pour nous car il émet d'énormes quantités de lumière. Et nous pouvons voir la Lune car elle reflète la lumière du Soleil. Techniquement, la Lune n'est pas censée paraître plus brillante que tout le reste dans le ciel nocturne. Ce n'est le cas que parce que nous sommes plus proches d'elle. Plus un objet est éloigné, moins il nous semble lumineux. Le principal problème pour voir la théorique planète X est que tous les objets de notre système solaire tirent leur lumière du Soleil. Ils reflètent la lumière du Soleil, ce qui nous permet de les voir.
étant donné la distance qui sépare la planète X du Soleil, il est presque impossible de la voir. Et à cause de sa lumière vraiment faible, pour la voir, il faudrait des conditions météorologiques parfaites, ainsi qu'un télescope extrêmement puissant. Mais Brown et Batygin l'ont trouvé. Le télescope Subaru est situé au sommet d'un volcan dormant à Hawaï. Il est énorme et capable de capturer la lumière la plus faible des objets spatiaux lointains. Le problème est que nous devons trouver où le pointer. Sans savoir où se trouve réellement la planète X, cela revient à trouver une aiguille dans une botte de foin. De plus, il n'y a qu'environ 3 nuits par an où les conditions sont suffisamment claires pour voir l'hypothétique planète X. C'est difficile, mais pas impossible. Et pourtant, la plupart des astronomes ont décrété que la planète X n'existait pas, affirmant qu'il ne s'agissait que d'un mythe. L'explication la plus répandue pour les étranges forces gravitationnelles est qu'il y a un minuscule trou noir dans notre système solaire qui attire les planètes vers lui. Mais ne t'inquiète pas, ils affirment qu'il n'est pas assez gros pour avaler une planète, donc tout va bien pour l'instant. Le problème avec la théorie du trou noir, c'est qu'une fois de plus, il est presque impossible de le trouver. Alors que sa masse pourrait être aussi importante que celle de la planète X, le trou lui-même serait réduit à la taille d'une orange. Les télescopes ne seraient alors d'aucune utilité. Pour le trouver, il faudrait détecter les rayons gamma émis par les objets lorsqu'ils tombent dans le trou noir. Une autre façon de le trouver serait de lâcher des centaines de minuscules vaisseaux spatiaux. Ils passeraient assez près du trou hypothétique. Et lorsqu'il serait attiré vers lui, nous pourrions probablement le détecter. Mais n'écartons pas la théorie de Brown et Batygin. Elle est encore documentée par la NASA à ce jour. Et jusqu'à ce que nous trouvions des preuves solides pour réfuter son existence, la planète X se trouve peut-être encore là. Tu as décollé de la Terre et garé ton vaisseau spatial quelque part près de la Lune. Tu es maintenant à près de 380 000 km de ta planète natale. Cela représente presque 100 fois la largeur des États-Unis. Maintenant, tu sors un marteau géant et un énorme burin en utilisant les bras robotiques de ton vaisseau spatial. Tu places le burin au pôle nord de la Terre et tu frappes sa tête avec le marteau. La Terre s'ouvre comme une coquille d'œuf et tu vois une autre planète. C'est Theia. Elle se cache à l'intérieur de notre planète comme le jaune dans un œuf. Il faudrait remonter le temps de 4,5 milliards d'années pour découvrir comment elle est arrivée là. Cette magnifique nébuleuse deviendra bientôt notre système solaire. La poussière colorée et les divers débris spatiaux se rapprochent lentement du centre. Bientôt, ce puzzle de débris deviendra trop lourd et trop dense. La température à l'intérieur de la géante augmente à tel point qu'elle déclenchera une réaction nucléaire en chaîne. Une seconde plus tard et boum! Une explosion si puissante que les ondes de choc voyagent loin dans l'espace. Et le flash aveuglant de cette explosion peut être vu de l'autre côté de la Voie lactée. Lorsque la poussière se dissipe un peu, tu peux voir qu'une lumière vive brille encore au centre même de l'explosion. Cette nouvelle étoile est le Soleil. Elle pèse autant que 333 000 terres. Si le Soleil était un seau, il faudrait 1,3 million de planètes de la taille de la Terre pour le remplir. Tu t'intéresses à un petit objet là-bas, à 150 millions de kilomètres du Soleil. Cet amas de roches et de lave chaude, c'est la Terre. En ce moment, la planète est occupée à former son noyau, tandis que les océans de lave se refroidissent progressivement. Mais quelques dizaines de millions d'années après la naissance du Soleil, tu remarques un objet étrange qui se dirige vers la Terre. C'est Theia. Cette petite planète est née à peu près en même temps que la Terre. Et maintenant, elle suit une folle trajectoire en spirale à une vitesse énorme. Les scientifiques pensent que Theia était une sorte de boule avec laquelle Jupiter et Vénus jouaient. Vénus tirait Theia dans une direction, puis sa grande sœur Jupiter la tirait en arrière. Mais le Soleil représente 99,8% de la masse de tout le système solaire. C'est pourquoi l'étoile fixe ses propres règles. Elle fait en sorte que Theia se déplace sur une orbite presque identique à celle de la Terre. Elles se rapprochent donc inévitablement l'une de l'autre jusqu'à devenir voisines. Theia a la taille de Mars et est aussi large que l'océan Atlantique de New York au Portugal. La collision ne peut pas être évitée. Theia se dirige vers la Terre à près de 14 500 km/h, soit 11 fois plus vite que la vitesse du son. Si la plus petite planète s'écrase sur la Terre avec un angle particulier, la Terre sera très probablement anéantie, ainsi que Theia elle-même. La collision provoquera une énorme explosion visible sur d'autres planètes, même en plein jour. Il ne restera rien d'autre que de la poussière et des débris brûlants.
Et même si Theia ne touche que légèrement la Terre, elle détruira un morceau de notre planète de la taille de l'Australie. Mais la collision avec Theia se produit à un angle parfait de 45 degrés. Elle percute la Terre à une vitesse phénoménale. L'explosion vaporise littéralement d'énormes quantités de roches et l'onde de choc envoie les débris restants dans l'orbite de la Terre. Un énorme cratère se forme sur le lieu de l'impact. Il se remplit bientôt de lave bouillante. Les restes de Theia et les fragments éjectés de la Terre commencent à graviter autour de notre planète. Selon une certaine théorie, ces fragments forment deux lunes. Au début, elles voyagent ensemble, mais un jour, elles se rapprochent trop l'une de l'autre et entrent en collision, formant un seul grand corps spatial. L'autre théorie affirme que tous les fragments commencent à être tirés par les restes de Theia. Un peu plus tard, ils formeront la Lune telle que nous la connaissons aujourd'hui. Mais à ce moment-là, ce n'est encore que de la roche rougeoyante et de la lave. La collision à cet angle incline légèrement notre planète et accélère sa rotation. C'est à cause de Theia que nous avons des saisons et 24 heures dans une journée. La Terre a des plaques lithosphériques, d'énormes pièces solides qui constituent la croûte de notre planète. Après la collision avec Theia, elle commence à se fissurer et à se briser. Cela conduit le carbone, un composant primaire de toute vie connue sur Terre, à se déplacer sur toute notre planète. La Terre développe donc une sorte de métabolisme. Après quelques centaines de millions d'années, les premières créatures vivantes commencent à apparaître sur notre planète. Pendant près de 4 milliards d'années, de simples organismes unicellulaires ont évolué vers la vie que l'on connaît aujourd'hui. Selon les scientifiques, une telle collision est un événement très rare. La probabilité qu'il y ait quelque part une planète comme la nôtre qui ait survécu à la même catastrophe est extrêmement faible. C'est peut-être la raison pour laquelle nous n'avons pas encore trouvé de traces d'autres civilisations dans l'espace. Pendant ce temps, les restes de Theia sont toujours là, sur Terre. Bien sûr, elle ne ressemble pas à une planète entière coincée dans la nôtre. La plupart des fragments se sont fondus dans la croûte terrestre. Si tu enlèves la couche supérieure de notre planète, tu verras deux énormes boules de lave de la taille de continents entiers. Elles se trouvent juste en dessous de l'Afrique et de l'océan Pacifique. On peut supposer que ce sont les restes de Theia. Ils ne se sont pas mélangés au manteau terrestre à cause de leur densité différente. C'est un peu comme mélanger de l'eau et de l'huile dans un verre. L'huile flottera toujours au-dessus de l'eau et créera une couche uniforme. Mais si tu faisais remonter ces plaques de lave à la surface, elles seraient 100 fois plus hautes que le mont Everest. D'autres restes de Theia pourraient se trouver sur la Lune. Les missions spatiales Apollo ont rapporté de nombreux échantillons de sol pour les analyser. Les scientifiques ont conclu que la structure de la Lune est très similaire à celle de la Terre. On pourrait forer en profondeur et y prélever des échantillons. Puis on analyserait les blobs depuis la Terre. Si leur structure correspondait, ce serait une preuve totalement fiable que Theia a bien frappé la Terre il y a 4 milliards et demi d'années, et que la Lune est née ainsi. Mais pour l'instant, Theia reste quelque peu mystérieuse. Les scientifiques ne sont pas encore sûrs que la planète a réellement existé. Cette idée correspond parfaitement au modèle de création de la Lune, mais en réalité, cette incroyable collision pourrait ne jamais avoir eu lieu. Maintenant, tu voyages à 41 années-lumière de la Terre jusqu'à la planète 55 Cancri E. Elle fait environ 2 fois la taille de la Terre et est 8 fois plus lourde. Tu sors à nouveau ton marteau géant et tu l'utilises pour frapper le burin. La planète se fissure. Et tu vois que c'est un diamant géant. La température de cette planète est des dizaines de fois plus élevée que celle de la Terre. Et son sol est riche en carbone. La chaleur exerce une forte pression sur ce carbone et lui fait changer de structure. D'abord, il se transforme en graphite, puis avec encore un peu de pression, le graphite se transforme en diamant. Sur Terre, les diamants se forment à des profondeurs supérieures à 100 km, où la pression est 50 000 fois supérieure à celle de la surface. Les températures y dépassent les 500 degrés, ce qui est aussi chaud que le feu. Les diamants sont éjectés plus près de la surface lors d'éruptions volcaniques. Pourtant, les gens doivent creuser des mines à 500 mètres de profondeur pour trouver ces magnifiques pierres précieuses. Le diamant du Jubilé d'or est le plus gros diamant taillé et facetté sur Terre. Il pèse autant qu'une tablette de chocolat et a la taille d'un hamster. Son prix est d'environ 12 millions de dollars. Imagine maintenant un diamant de la taille d'une planète entière. Tu décides de retourner dans le système solaire. Ta destination est Europa, la lune de Jupiter. Elle est aussi large que la distance entre Seattle et Houston, et sa masse est inférieure à 1% de la masse de la Terre.
Sa surface est entourée d'une croûte glacée d'environ 30 km d'épaisseur. Mais que se passe-t-il si tu fends cette croûte avec ton marteau géant? En réalité, Europa est entièrement recouverte d'eau. Il fait très froid ici, 3 fois plus froid qu'au pôle Nord sur Terre. L'eau se transforme en glace presque instantanément. Mais l'océan sous la surface est toujours liquide. Europa interagit avec Jupiter par gravitation, tout comme la Lune avec la Terre. Cela crée des forces de marée et chauffe le noyau d'Europa. Le noyau fait fondre la glace qui l'entoure. Le résultat est un énorme océan, 2 à 3 fois plus grand que tous les océans de la Terre réunis. Les scientifiques pensent que l'eau est la base de la vie. Cela signifie que la vie pourrait exister sur Europa. Il pourrait y avoir des sources thermales, tout comme au fond de nos océans. L'eau y est probablement beaucoup plus chaude. Et même si la pression et la température dans de tels endroits sont probablement extrêmes, de simples bactéries pourraient y vivre. Europa a presque le même âge que la Terre. Cela signifie qu'il s'est écoulé suffisamment de temps pour que des organismes vivants apparaissent et évoluent. Qui sait, peut-être qu'une civilisation avancée est déjà en train de fleurir sous cette croûte de glace. Ils sont peut-être en train de construire de grandes villes et de rêver de conquérir l'espace en ce moment même. Mais la seule chose que l'on peut faire pour le moment est d'envoyer une sonde sur Europa et de découvrir si la vie est possible. Lorsque les planètes explosent, ça peut chauffer très fort. Les atmosphères sont balayées, les morceaux de roche volent en éclats, tout est pulvérisé. L'espace autour devient plus brillant qu'une douzaine de soleils. Tu fermes les yeux et tu te couvres les oreilles. Tes cheveux se hérissent. La puissance brute d'une explosion cosmique est terrifiante. Quelque temps avant l'explosion, tu es en vol stationnaire dans une obscurité presque totale. En dessous, tu vois la Lune, ou ce que tu crois ressembler à la Lune. La surface de cette sphère de couleur claire est parsemée de cratères laissés par des météorites. Tu vois d'énormes collines escarpées qui s'étendent sur des kilomètres. En fait, il s'agit de Mercure, et tu t'apprêtes à la faire exploser. Comme au ralenti, tu regardes la planète voler en éclats. Et puis en un clin d'œil, tu vois un mur de débris se rapprocher de toi. D'abord des fragments de roches géants, c'est tout ce qui reste de la croûte solide et du manteau rocheux de la planète. Puis l'aspect et la structure des débris qui volent dans ta direction changent. Maintenant, ces choses ont l'air liquides, comme des éclaboussures de vif argent. C'est le noyau métallique de Mercure qui éclate. Il occupait 85% du volume de la planète. Et enfin, c'est à nouveau un feu d'artifice de morceaux solides. C'est le noyau solide de la planète. L'explosion est si puissante qu'elle envoie la Terre sur une autre orbite. Le Soleil a un hoquet et avale un énorme nuage de poussière. C'est tout ce que Mercure a laissé derrière elle. Mais ne t'inquiète pas, notre système solaire ne perdra pas de planète aussi facilement. Toute cette histoire d'explosion n'est qu'une expérience temporaire. Une fois que tu as fini de regarder le spectacle, tu appuies sur un autre bouton. Et la planète se reconstitue comme si tu avais rembobiné. Tu t'approches de la prochaine planète sur ton chemin. Sa surface se cache sous une atmosphère très dense composée de dioxyde de carbone. Si tu décidais d'atterrir sur Vénus, tu verrais passer d'épais nuages d'acide sulfurique. Tu verrais la surface de la planète d'un brun rougeâtre, sèche et incroyablement chaude. Tu marcherais probablement sur des plaines plates et lisses, couvrant 2/3 de la surface de la planète. Et tu resterais bouche bée devant les 1600 volcans qui parsèment Vénus. Malheureusement, tu ne pourras pas faire tout ça car tu appuies sur le bouton. Boum! D'énormes morceaux de basalte sont projetés depuis le centre de l'explosion. C'était la croûte de la planète, épaisse de 19 km. Puis, tu aperçois des météores brillants et brûlants qui volent vers toi à une vitesse phénoménale. Ce sont des morceaux du manteau rocheux en fusion de Vénus. La pluie de feu semble infinie, peut-être parce que le manteau avait une épaisseur de 1900 km. Mais ce n'est pas la partie la plus massive de la planète. La puissance de l'explosion fait éclater le noyau ferreux de Vénus. Ce noyau était 2 fois plus large que le manteau. Tu atteins une bille bleue qui n'est autre que ta planète natale. À quoi ressembleront ces entrailles dispersées dans l'espace? Vue d'en haut, la Terre est jolie. 71% de sa surface est bleue à cause de toute cette eau, mer et océan. Il y a aussi des zones de vert, de jaune et des tourbillons bruns et blancs. Tu appuies sur le bouton. La planète éclate dans une grêle de roches. C'est ce qui reste de la fine croûte terrestre et du manteau, beaucoup plus épais.
Ce dernier occupait près de 84% du volume de la planète. Tu vois la pluie rocheuse se transformer en quelque chose de beaucoup plus liquide. C'est du fer et du nickel brûlant qui constituaient le noyau externe de la Terre. Ces métaux ne subissaient pas assez de pression pour être solides. La détonation est si puissante qu'elle fait éclater le noyau interne de la Terre. C'est une boule solide de fer et de nickel. Une fois que les morceaux se sont séparés, ils suivent leur propre orbite autour du Soleil. Les morceaux les plus massifs s'écrasent sur la Lune et certains voyagent plus loin avant d'être avalés par notre étoile. Tu ne peux pas t'attarder, la planète rouge t'attend. La surface de Mars est couverte de poussière de couleur rouille. L'épaisseur de la couche de poussière varie d'une zone à l'autre, mais dans la plupart des endroits, elle fait 2 mètres d'épaisseur. Le sol est de couleur or, marron, beige et même verdâtre. La teinte dépend des minéraux qui composent le sol. La surface de la planète est rocheuse, elle est couverte de lits de lacs asséchés, de cratères, de volcans et de canyons. Boum! Mars est une planète rocheuse. Tu dois esquiver des morceaux de croûte de la taille d'une montagne composés de basalte volcanique. Ce que tu vois ensuite te donne l'impression que tu as fait exploser d'énormes quantités de dentifrice à base de roches molles. C'est le manteau de Mars, composé d'oxygène, de silicate et d'autres matériaux. Et puis les morceaux volants redeviennent solides. Ah, c'est autour du noyau de la planète. Il était solide, composé principalement de fer, de nickel et de soufre. Des milliards de fragments de toute taille, de quelques mètres à plusieurs milliers de kilomètres de diamètre, sont projetés dans toutes les directions. Mais seuls quelques-uns ont suffisamment d'élan pour quitter le système solaire. L'événement entier modifie légèrement l'orbite de la Terre, et la température sur notre planète augmente de 10 degrés Celsius. Tu laisses les planètes rocheuses derrière toi, et tu te rapproches de la première géante gazeuse sur ton chemin, Jupiter. D'épais nuages bruns, jaunes, rouges et blancs cachent sa surface. Ils donnent à la planète un aspect coloré et joliment rayé. Tu appuies sur le bouton. Cette fois, le spectacle est différent. Au lieu de morceaux de croûte solide, tu vois des jets de gaz qui accélèrent depuis le centre de la planète. C'est ce qui composait l'atmosphère de Jupiter, faite d'hydrogène et d'hélium gazeux. En un rien de temps, la matière qui s'échappe dans l'espace devient liquide. C'est l'hydrogène qui change de forme sous l'immense pression atmosphérique qui règne au plus proche du centre de la planète. Un peu plus tard, le liquide est déjà un mélange d'hydrogène métallique et d'hélium. Et enfin, quelque chose de solide. C'était probablement le noyau de Jupiter, 14 à 18 fois la masse de la Terre. Le diamètre de la géante gazeuse était d'environ 145 000 km. Mais l'explosion ne dure pas plus d'une demi-seconde. Elle est cependant si forte qu'elle fait s'évaporer les planètes plus petites comme Mars et la Terre. Le Soleil reste à peu près intact. Il devient plus chaud et plutôt instable pendant un moment. Mais cela ne dure pas longtemps. La prochaine géante gazeuse sur ton chemin est Saturne. À première vue, on dirait que la planète a une surface. La sphère brun-jaune, apparemment solide, est entourée de couches de nuages. Les anneaux caractéristiques de Saturne sont impressionnants et colorés, gris, beige et brun. Ce sont en fait des groupes de petits anneaux composés de morceaux flottants de glace, de roches et de poussière. Ces morceaux vont de la taille d'un caillou à celle d'un énorme gratte-ciel. En orbite autour de Saturne, ils ne cessent d'entrer en collision et les plus gros morceaux se brisent. Tu es surpris de voir que les anneaux ne sont pas parfaitement ronds. Ils présentent des courbures causées par la force gravitationnelle des lunes voisines. 53 d'entre elles ont été répertoriées à ce jour. Titan, un monde glacé plus grand que notre Lune et même que Mercure, est la plus grande d'entre elles. Ce que tu vois ressemble étrangement à ce qui s'est passé lorsque tu as fait exploser Jupiter. Il n'y a qu'une seule différence. Les anneaux de Saturne se brisent, envoyant des roches et de la glace voler dans l'espace à une vitesse incroyable. Les plus gros morceaux s'écrasent sur les lunes de la planète, détruisant totalement les plus petites d'entre elles. Tu vois des courants de gaz, principalement de l'hydrogène et de l'hélium, avec un peu de méthane, d'ammoniac et d'eau. Ils s'éloignent à une vitesse vertigineuse de l'endroit où se trouvait le centre de la planète. Ensuite, des éclaboussures de matière liquide, c'est de l'hydrogène liquide qui devient ensuite métallique. Et enfin, les morceaux du noyau solide constitués de matériaux rocheux. Tu as maintenant devant toi la magnifique sphère bleu-vert de la géante glacée Uranus.
La planète prend cette teinte inhabituelle lorsque la lumière du Soleil se reflète sur sa surface. De plus, l'atmosphère d'Uranus est principalement composée d'hydrogène et d'hélium, avec des traces de méthane gazeux qui absorbent la lumière rouge. Quoi qu'il en soit, badaboum! Cette fois, ce sont d'abord d'énormes blocs de glace qui se précipitent dans ta direction. Ils constituent la partie du manteau glacé de la planète qui représentait 80% de son volume total. Mais pourquoi cette glace a-t-elle l'air liquide? Sur Uranus, le liquide gelé n'est pas solide comme sur Terre. La glace est un fluide chaud et dense composé d'eau, de glace d'ammoniac et de méthane. On l'appelle souvent l'océan au ammoniac. Après l'étrange pluie de glace, tu vois des morceaux solides du noyau rocheux de la planète. Il était petit, pas plus de la moitié de la masse de la Terre. Certaines des lunes d'Uranus sont pulvérisées dans l'explosion, et plusieurs sont même éjectées hors du système solaire. L'explosion déplace aussi légèrement l'orbite de Neptune. Et enfin, c'est au tour de la dernière planète sur ton chemin. Neptune est bleu à cause d'une couche de gaz tourbillonnante et de nuages permanents. Pas le temps de s'attarder. Boum! La planète n'a pas de surface solide. C'est pourquoi, après avoir appuyé sur le bouton, tu vois le manteau liquide de Neptune éclater. Il ressemble à un ballon rempli d'eau jeté du 50e étage. Cela envoie des éclaboussures d'eau, d'ammoniac et de méthane glacé dans l'espace. Elles sont suivies par des restes du manteau de la planète, ressemblant à de la lave. Il était liquide, rougeoyant et riche en méthane, en ammoniac et en eau. Et voici ce qui reste du noyau solide de Neptune, composé de fer et d'autres métaux. Il fait toujours nuit sur la planète TRES 2b. Et ce n'est pas une nuit comme chez nous, avec des étoiles qui brillent dans le ciel. Il fait tout noir et extrêmement chaud. TRES 2b est une géante gazeuse environ 1,5 fois plus grande que Jupiter, et sa surface absorbe la lumière mieux que le charbon. Cette surface présente des nuances rougeâtres en raison de l'air brûlant qui atteint la température de la lave. Sympa. Dans le système solaire de 55 Cancri, il y a 5 planètes, dont 4 sont des géantes gazeuses comme Jupiter et Saturne. Mais la 5e, ou plutôt la première, car c'est la plus proche de l'étoile, est affreusement différente. 55 Cancri E est si proche de son Soleil que la moitié de sa surface est recouverte d'un océan de lave. Sur l'autre moitié règne une obscurité éternelle. La planète étant en rotation synchrone, elle est toujours tournée dans le même sens par rapport à son Soleil. Entre les deux moitiés de planète, il y a des frontières, des zones de vide complets et angoissants. HD 189733b, je ne répéterai pas, est la seule exoplanète en orbite autour de son étoile. Vue comme ça, elle est assez jolie. La surface est couverte de motifs bleus et blancs. Mais ces couleurs viennent en réalité de particules de silicate contenues dans l'atmosphère, ce qui signifie qu'il y pleut du vert. Mais le pire, c'est que le vent atteint les 8600 km/h, soit presque égal à Mach 7. Pour avoir un ordre de grandeur, sur Terre, le vent atteint les 408 km/h maximum, soit près de 20 fois moins. Le vert qui se crée dans l'atmosphère traverse donc le ciel à l'horizontale à une vitesse hypersonique et détruit tout sur son passage. Le système suivant, dont je n'essayerai même pas de prononcer le nom, voilà, compte 3 exoplanètes qui sont toutes peu à peu détruites par leur étoile. En effet, il ne s'agit pas d'une étoile normale, mais d'un pulsar, le noyau d'une étoile morte tournant très rapidement sur lui-même. Il émet un fort rayonnement électromagnétique dans toutes les directions, pendant qu'il tourne autour de son axe plusieurs milliers de fois par seconde. Les planètes qui gravitent autour de cette étoile sont peu à peu absorbées et, à terme, disparaîtront complètement. Kepler 70 est une étoile naine bleue, passée par le stade de géante rouge il y a 18 millions d'années. À l'époque, 2 planètes gravitaient autour de Kepler 70, la plus proche des deux étant une géante gazeuse comme Jupiter. Elle s'appelle Kepler 70b et elle existe encore, mais son étoile l'a entièrement consommée et transformée en un amas de roches flamboyants. C'est l'une des planètes les plus chaudes jamais découvertes. Sa surface est plus ardente que celle de notre Soleil. Cette planète a réussi à survivre, mais elle est en train de s'évaporer maintenant et elle pourrait bientôt disparaître.
WASP-12b est l'une des planètes les plus tristes et bizarres que l'on connaisse. Son étoile la dévore peu à cause de sa forte gravité et de la constitution principalement gazeuse de cette planète. WASP-12b a déjà pris une forme ovale, étendue vers son Soleil, et elle ne peut rien y faire. Dans 10 millions d'années, la planète succombera inévitablement à l'appétit vorace de son étoile. Je dis ça juste pour t'instruire. Si tu t'es déjà demandé quel effet ça fait de marcher sur de la glace et sur des charbons ardents en même temps, sache que Gliese 436b peut te faire vivre cette expérience. Cette exoplanète de la taille de Neptune est très proche de son Soleil et atteint des températures extrêmement élevées. Et pourtant, elle est couverte de glace qui brûle régulièrement. La glace est beaucoup plus dense à cause de l'importante gravité de la planète et elle reste donc solide, même dans des conditions extrêmes. La liste de ces mondes terribles ne serait pas complète sans Vénus, la jumelle diabolique de la Terre. La deuxième planète du système solaire a une atmosphère si dense et chargée de nuages que sa surface est bien plus chaude que celle de Mercure. Les éruptions volcaniques sont récurrentes, la pression atmosphérique est environ 100 fois plus forte que sur Terre, et les nuages dont j'ai parlé ne sont pas composés d'eau, mais d'acide sulfurique qui se condense et se transforme en pluie. Même si tu étais assez courageux ou assez fou pour avoir envie de traverser ces nuages, tu ne pourrais pas le faire. Le vent y est aussi violent que celui de nos plus puissants ouragans. Un nom très long pour une planète très très froide. Bien que son étoile ne soit pas si éloignée. Il s'agit d'une naine rouge relativement froide, dont la chaleur et la lumière atteignent à peine la planète en question. Les températures là-bas peuvent descendre jusqu'à moins 223 degrés. Pas si loin du zéro absolu. C'est une planète sombre, triste et couverte d'une glace éternelle qui ne fond jamais. Étant donné qu'elle a un noyau rocheux, il se peut qu'elle génère un peu de chaleur et que, sous la surface gelée, se cache un extraterrestre inconnu. Dimidium, une planète située à 50 années-lumière de notre système solaire, est hostile à toute forme de vie pour plusieurs raisons. Elle est en rotation synchrone avec son Soleil, ce qui signifie que l'un de ses côtés fait toujours face à son Soleil et que l'autre est toujours dans l'ombre. Le côté chaud atteint des températures de 980 degrés et des vents constants y soufflent à plus de 1000 km/h. Dimidium a beau être une géante gazeuse, elle contient de grandes quantités de fer qui fond et s'évaporent dans l'atmosphère en créant des nuages où le fer se refroidit et retombe au sol, sous la forme d'une infernale pluie de métal en fusion. L'oxygène est considéré comme un élément essentiel à la vie sur une planète. Mais ce n'est pas le cas pour Osiris. Les chercheurs ont été choqués de constater la présence d'oxygène sur celle-ci, ou plutôt autour d'elle, puisqu'elle est 8 fois plus proche de son étoile que Mercure ne l'est du Soleil. À cause de cette proximité, Osiris est une sorte de fournaise, où tout ce qui peut brûler brûle. Elle a aussi un tour d'orbite très réduit. Un an sur Osiris correspond à 3,5 jours sur Terre. L'atmosphère de la planète est constamment balayée au loin et anéantie par la chaleur de son Soleil. Corotte Exo 3b n'est pas aussi froide ou aussi chaude que les planètes de cette liste. Mais elle est terrifiante à sa façon. C'est une géante gazeuse d'une taille semblable à celle de Jupiter, mais 20 fois plus dense. La gravité de cette planète est donc 50 fois plus importante que la gravité de la Terre. Si tu voulais poser le pied sur Corotte Exo 3b, tu serais presque immédiatement écrasé par la densité de son atmosphère. Corotte 7b est encore une planète four. La température moyenne dépasse les 2200 degrés. Sa surface rocheuse rend le paysage vraiment infernal. Les roches au sol bouillonnent et s'évaporent dans l'atmosphère, où elles refroidissent et se transforment en pluie de pierre. Le pire, c'est que Corotte 7b était probablement autrefois une géante gazeuse dont l'atmosphère a été anéantie par la chaleur, laissant seulement ce noyau calciné derrière elle. On pense généralement que les astéroïdes sont les seuls objets flottants dans l'espace, mais des exemples comme celui de OTS 44 nous ont prouvé le contraire. Et ça glace le sang. Imagine une planète environ 11 fois plus grosse que Jupiter, qui erre dans l'espace sans suivre la moindre orbite. Vu sa masse et sa taille gargantuesque,
Si jamais OTS-44 entrait en collision avec une autre planète, elle la détruirait et continuerait sa route comme si de rien n'était. Encore plus flippant, les chercheurs pensent qu'il existe des millions de planètes semblables qui attendent simplement d'être découvertes. Il n'y a pas de preuves certaines de leur existence, mais en théorie, les planètes de carbone se sont formées quelque part non loin du centre de notre galaxie. Si l'oxygène entrait dans leur atmosphère, il réagirait avec le carbone et se transformerait en CO2, en produisant des nuages noirs toxiques. Au sol, il y aurait des océans de goudron, des geysers de méthane et de pétrole. Il pleuvrait aussi, mais ce ne serait pas exactement une pluie rafraîchissante. Des torrents de pétrole et d'asphalte liquide prendraient feu au contact du sol. Difficile d'imaginer quelque chose qui survivrait dans ces conditions. Une exoplanète est une planète située en dehors de notre système solaire. Certaines d'entre elles, qui flottent librement, sont appelées planètes errantes. Elles se déplacent autour du centre galactique. D'autres orbitent autour d'une étoile haute, ou de deux. C'est dans les années 1990 que les astronomes ont découvert des exoplanètes pour la première fois. Depuis, ils en ont trouvé des milliers. Et maintenant, tu peux aussi y jeter un coup d'œil. Attention, spoiler, certaines exoplanètes sont plutôt bizarres, tandis que d'autres ressemblent à notre planète natale et pourraient probablement accueillir la vie. L'exoplanète la plus proche de la Terre est Proxima Centauri b. Elle se trouve à seulement 4,2 années-lumière de la Terre. Les astronomes ont récemment découvert que ce monde pourrait être encore plus semblable à la Terre qu'ils ne le pensaient auparavant. Elle n'est que 17% plus massive que notre planète. Elle tourne autour d'une étoile qui est moins lumineuse et moins massive que le Soleil. Proxima Centauri b se trouve au milieu de la zone habitable de l'étoile. Cela signifie qu'il y a des chances que de l'eau liquide, et donc de la vie, puisse exister sur la planète. Il semble que l'exoplanète soit en rotation synchrone avec son étoile mère. Cela signifie qu'un de ses côtés fait face à l'étoile en permanence, tandis que l'autre est toujours dans l'obscurité. Les scientifiques n'ont pas encore déterminé si la planète avait une atmosphère. Elle voyage trop près de son étoile et complète une orbite en 11 jours terrestres. Les radiations de l'étoile pourraient arracher l'air de la planète. Si c'est le cas, il est peu probable que Proxima Centauri b ait de l'eau liquide à sa surface. Gliese 832c se trouve à 16 années-lumière de la Terre. Dans l'échelle cosmique de l'univers, c'est à un jet de pierre. Cette exoplanète est 5 fois plus massive que la Terre et voyage beaucoup plus près de son étoile mère. C'est pourquoi une année sur cette planète ne dure que 36 jours. Mais comme cette étoile est une naine rouge, beaucoup plus froide et moins lumineuse que le Soleil, Gliese 832c reçoit autant de lumière et de chaleur que notre planète. Toutefois, on ne sait toujours pas si Gliese 832c est similaire à la Terre. Elle a probablement une atmosphère beaucoup plus épaisse qui crée un effet de serre énorme. Ce phénomène se produit lorsqu'une planète absorbe plus de chaleur de son étoile haute qu'elle ne peut en rejeter dans l'espace. Cela signifie que Gliese 832c a plus de chances de ressembler à une Vénus brûlante qu'à une Terre relativement fraîche. Une autre planète semblable à la Terre, TOI 700d, se trouve à 100 années-lumière de nous dans la constellation de la Dorade. Elle est en orbite autour d'une petite étoile naine plutôt froide qui a environ 40% de la masse et de la taille du Soleil. La température de sa surface est 2 fois moins élevée que celle de notre étoile. La planète la plus éloignée, qui est justement TOI 700d, a presque la taille de la Terre. Elle se trouve également dans la zone habitable de son étoile mère. Aucune éruption provenant de TOI 700 n'atteint la planète, ce qui augmente les chances que l'exoplanète soit habitable. Cela signifie qu'elle peut potentiellement développer et maintenir la vie. Les scientifiques ne connaissent pas avec certitude les conditions exactes à la surface de la planète. Mais l'une des simulations informatiques qu'ils ont créées montre une planète recouverte d'un océan. Elle possède une atmosphère très dense, dominée par le dioxyde de carbone. Les astronomes pensent qu'une atmosphère similaire entourait Mars lorsqu'elle était une jeune planète. Mais un autre modèle 3D montre TOI 700d comme un monde sans nuages, entièrement terrestre. C'est ce à quoi ressemblerait probablement notre Terre si elle n'était pas recouverte d'océans. Les vents sur TOI 700d s'éloignent du côté sombre de la planète et se rencontrent dans la zone qui fait directement face à l'étoile. Il existe une exoplanète qui se distingue des autres par sa couleur magenta impressionnante.
On peut trouver ce monde dans la constellation de la Vierge. La planète s'appelle Gliese 504b. La distance entre cette planète et son étoile mère est 9 fois supérieure à la distance entre le Soleil et Jupiter. La planète s'est formée relativement récemment et elle brille encore en raison de sa chaleur. C'est pourquoi sa surface est rosée. À seulement 20 années-lumière du Soleil, ce qui n'est pas une si grande distance dans l'univers, une étrange planète errante flotte à travers notre galaxie, la Voie lactée. Même si cette planète n'est en orbite autour d'aucune étoile, elle possède un champ magnétique incroyablement puissant, 4 millions de fois plus fort que celui de la Terre. L'exoplanète produit aussi d'incroyables aurores polaires. Lorsqu'elle a été découverte en 2016, les astronomes étaient presque sûrs d'avoir détecté une naine brune, ce qui est un objet trop grand pour être une planète et trop petit pour être une étoile. Mais plus tard, ils ont eu la preuve que l'objet spatial n'était pas assez grand pour être une naine brune. La planète est assurément un mammouth parmi ses pairs. Elle est 1,2 fois plus grande que la plus grande planète du système solaire, Jupiter, et plus de 12 fois plus lourde. Les astronomes pensent que ce champ magnétique exceptionnellement fort aide la planète à produire les aurores polaires. Mais le plus curieux, c'est qu'elles sont générées d'une manière différente des aurores sur Terre. Cela pourrait être dû au fait que la Lune de l'exoplanète aide la planète à créer ces spectacles lumineux. Si tu voyageais à 20 000 années-lumière de la Terre, tu t'approcherais d'une naine rouge dans la constellation du Sagittaire. Ces étoiles sont très froides et petites. Assez loin de cette étoile froide se trouve une planète. La distance entre ce monde et son étoile haute est si grande que la planète reçoit très peu de chaleur. C'est l'une des planètes les plus froides jamais détectées. La température moyenne à la surface de la planète est inférieure à moins 218 degrés Celsius. C'est pourquoi la planète entière est recouverte d'une épaisse couche de glace. Si tu atterrissais à sa surface, tu ne verrais que des glaciers, des plaines et des montagnes de glace. Et pourtant, les astronomes affirment que la vie pourrait exister profondément sous la surface gelée, car le noyau de la planète est susceptible de générer suffisamment de chaleur pour faire fondre une partie de sa glace intérieure. Dans ce cas, il pourrait y avoir sur cette planète un énorme océan souterrain, peut-être même grouillant de formes de vie bizarres. L'une des plus anciennes exoplanètes que nous connaissions est PSR B1620-26b. Elle a environ 12,7 milliards d'années, soit presque 3 fois plus que la Terre, qui est apparue il y a 4,5 milliards d'années. Cela signifie aussi que la planète Genèse s'est formée seulement 1 milliard d'années environ après le Big Bang. La planète est si vieille que ces deux étoiles hautes ont eu suffisamment de temps pour évoluer en une naine blanche et un pulsar faisant presque 100 révolutions par seconde. Les levées de soleil sur cette planète doivent être impressionnants. L'exoplanète suivante n'est pas comme celle que l'on vient de voir. On l'appelle souvent Super Saturne, car J1407b possède un système colossal d'anneaux. Ils sont 640 fois plus grands que ceux de notre Saturne. Ce monde bizarre se trouve à 434 années-lumière de la Terre. C'est la seule planète que nous connaissions qui a des anneaux similaires à ceux de Saturne. Si tu plaçais J1407b dans notre système solaire et que tu la substituais à Saturne, ces anneaux auraient l'air plusieurs fois plus grands qu'une pleine lune. Les astronomes ont remarqué un vide à mi-chemin entre les anneaux de la planète. Il y a de fortes chances qu'une exolune de la taille de Mars soit en orbite autour de la planète quelque part dans ce vide. Si tu vivais sur cette lune, tu aurais une vue imprenable chaque fois que tu regarderais le ciel. L'exoplanète suivante, appelée WASP-12b, se nourrit de la lumière provenant de son étoile. C'est l'un des mondes les plus sombres que l'on connaisse, car son côté éclairé consomme la lumière au lieu de la renvoyer dans l'espace. La planète est géante, 2 fois la taille de Jupiter, et elle piège plus de 94% de la lumière qui atteint son atmosphère. C'est probablement la raison principale des températures folles à la surface de cette planète. Elles peuvent monter jusqu'à 2500 degrés Celsius, soit seulement 2 fois moins que la surface du Soleil. WASP-12b voyage si près de son étoile haute qu'il ne lui faut qu'une journée pour effectuer une orbite. Son côté sombre n'est pas aussi chaud que son côté éclairé, avec seulement 1200 degrés Celsius. En raison de cette différence de température, la vapeur d'eau et les nuages se rassemblent au-dessus de la surface de la planète. De temps en temps, des tourbillons de matière provenant de l'atmosphère surchauffée de la planète se déversent sur son étoile.
À environ 4000 années-lumière de la Terre se trouve une exoplanète qui pourrait n'être qu'un gigantesque diamant. Elle fait 5 fois la taille de notre planète, mais n'a besoin que de 2 heures et 10 minutes pour tourner autour de son étoile mère. C'est un pulsar qui tourne à un rythme de 10 000 rotations par minute. La planète est plus dense que toutes les autres que nous ayons découvertes jusqu'à présent. Elle se compose principalement de carbone, d'une densité si élevée que les astronomes pensent qu'il pourrait être cristallin. Si c'était vrai, cela pourrait signifier qu'au moins une partie de la planète est un diamant. Sur WASP 76b, il pleut du fer du côté sombre de la planète et la température du côté éclairé monte jusqu'à 2400 degrés Celsius, ce qui est assez chaud pour vaporiser la plupart des métaux. Cette exoplanète est un peu plus petite que Jupiter et située à 640 années-lumière de la Terre. Les conditions météorologiques si terrifiantes de ce monde sont dues à son orbite inhabituelle. La distance entre WASP 76b et son étoile mère est 10 fois plus courte que la distance entre Mercure et le Soleil. C'est pourquoi l'étoile et l'énorme planète sont en rotation synchrone. Un côté de WASP 76b fait toujours face à l'étoile, tandis que l'autre est toujours complètement dans l'obscurité. Cette exoplanète bleu vif se trouve à 62 années-lumière de la Terre. Un peu plus grande que Jupiter, elle semble calme et paisible. Sa couleur bleue pourrait faire penser à notre planète natale, mais cette apparence familière cache la nature horrifiante de la planète. Cette belle teinte provient des atomes et des particules de silicate qui composent l'atmosphère. La vitesse du vent sur la planète peut atteindre 8700 km/h, soit 7 fois la vitesse du son. Quant à la température, elle peut y monter jusqu'à 870 degrés Celsius, mais ce n'est pas le pire. Dans ce monde étrange et hostile, il pleut du verre de façon oblique. Probablement pas l'endroit où tu aimerais passer tes prochaines vacances.